La première fois que du sang a coulé des poumons d'un nourrisson, personne n'a su expliquer pourquoi. Les machines hurlaient plus fort que les pleurs, et, dans la pénombre d'une chambre d'hôpital de Cleveland, une mère tenait la main d'un petit corps qui ne respirait plus que grâce à un ventilateur. À des centaines de kilomètres, un jeune homme de 17 ans franchissait la porte des urgences, fiévreux, couvert de petites taches violettes qui ne disparaissaient pas à la pression. En quelques heures, il basculait dans un état de choc que l'on associe aux pires infections. 2 médecins dans 2 villes différentes allaient bientôt se retrouver face à l'invisible, des maladies qui viennent sans carte d'identité, des ennemis sans visage que l'on n'imprime jamais sur une radiographie. 2 médecins, 3 énigmes, une même bataille contre l'inconnu. Le premier d'entre eux, le docteur James Dearborn, était pédiatre spécialisé en pathologie respiratoire. À Cleveland, en 1994, il avait l'habitude des nuits longues, des réveils précipités et des familles qui cherchaient des réponses que la science ne donnait pas toujours. Mais cette série de cas l'obsédait différemment. Plusieurs nourrissons, en bonne santé apparente la veille, admis en urgence dans un même hôpital pour des hémorragies pulmonaires aiguës, sang dans les voies aériennes, détresse respiratoire fulgurante, besoin immédiat de ventilation mécanique, transfusion parfois nécessaire pour compenser la perte sanguine, des situations qui demandaient non seulement des gestes techniques, mais aussi des décisions prises à l'aveugle. La scène clinique était souvent la même. L'enfant arrive pâle, tachycarde, les lèvres bleues, la saturation en oxygène chute. L'équipe procède à l'intubation parfois sous vidéo-bronchoscopie. La bronchoscopie, ce tube avec une petite caméra qui descend jusqu'aux bronches, permettait au docteur Dearborn et à ses collègues de voir des images qui glaçaient le sang, des voies aériennes engorgées, des traces de saignements diffus, parfois des sécrétions épaisses. Il prélevait des liquides, des lavages broncho-alvéolaires, envoyant ces échantillons au laboratoire pour culture et analyse microscopique. Les résultats ne tombaient pas à la seconde. Une culture bactérienne standard prend du temps, souvent 48 à 72 heures, pour pousser et être identifiée. Une culture fongique, davantage encore. Les techniques de typage moléculaire, quand elles étaient nécessaires, demandaient des jours, avec un passage par des laboratoires spécialisés. Face à cette urgence, la pression était double. Sauver l'enfant à court terme et, simultanément, comprendre ce qui avait déclenché des saignements aussi inhabituels chez de si jeunes patients. Le dilemme est celui que connaissent tous les cliniciens pris dans une vague de maladies nouvelles ou rares. Agir vite sur des signes cliniques, sans attendre la certitude des tests, tout en préparant une enquête plus large qui puisse trouver la cause et protéger d'autres enfants. Les premiers indices se sont imposés comme des silhouettes sur une carte. En compilant les adresses, en discutant avec les parents, en recoupant les histoires, fissures dans la tuyauterie, meubles moisis, inondations non traitées, le docteur Dearborn remarqua une concentration géographique. Pas une preuve, seulement une coïncidence qui revenait. Des maisons avec dégâts d'eau récents, des courants d'air froid, des odeurs de renfermés, des traces de moisissures visibles. Quand la même image se répétait, la simple coïncidence devenait une hypothèse à tester. Le mot « moisissure » porte avec lui une charge émotionnelle que la science doit tempérer. Il existe des centaines d'espèces de champignons microscopiques qui colonisent nos murs quand l'humidité s'installe. Certaines sont simplement disgracieuses, d'autres produisent des mycotoxines, des substances chimiques qui, en laboratoire, ont des effets sur des cellules et parfois sur des animaux. Dans ces cas cliniques précis,
les équipes ont commencé par formuler une hypothèse prudente. La présence d'un champignon particulier, Stachybotrys chartarum, souvent appelé moisissure noire, était suspectée. Suspectée, pas prouvée. Et même lorsqu'un agent environnemental est retrouvé dans une maison, le chemin qui relie sa présence à une maladie humaine est rarement linéaire. Pour avancer, le docteur Dearborn n'était plus seulement un clinicien, il devenait coordinateur d'une enquête multidisciplinaire. Il parlait avec des infirmières, des équipes de radiologie, des travailleurs sociaux qui entraient dans les domiciles, et surtout, il contacta des épidémiologistes du CDC. Parmi eux, la Dre Ruth Hetzel, spécialiste en santé environnementale, accepta de venir sur le terrain. Elle connaissait les limites de l'évidence et l'importance de procédures rigoureuses, prélèvement d'air, échantillons de surface, documentation photographique, relevé d'humidité et état des systèmes de ventilation. Les prélèvements environnementaux ne sont pas des preuves en soi, mais des indices. L'air d'une maison se comporte comme un livre ouvert et compliqué. Il transporte des spores, de la poussière, des résidus de produits ménagers et parfois des agents microbiens. Les équipes collectaient l'air, essuyaient les murs, récupéraient des fragments sur des conduits de chauffage, et tout cela partait pour le laboratoire. Au microscope, on pouvait voir des spores. En culture, certaines espèces poussaient, en biologie moléculaire, des signatures spécifiques pouvaient être mises en évidence. Mais entre trouver des spores et établir quelles sont la cause d'hémorragie pulmonaire chez des nourrissons, il faut un chemin d'arguments, d'études et de prudence scientifique. Le laboratoire central de l'État reçut les échantillons. Les techniciens examinaient les cultures fongiques, cherchant des espèces particulières. Les analyses se déroulaient selon une temporalité contraignante. Quelques jours pour isoler une espèce, des semaines pour confirmer sa présence sur plusieurs sites, et souvent un délai supplémentaire pour comparer ces isolats avec des prélèvements cliniques, si tant est que du matériel clinique ait pu être conservé. Ce lien, lorsqu'il existait, aurait pu augmenter la probabilité d'une relation de cause à effet, mais aucun résultat n'aurait suffi, à lui seul, à clore l'enquête. Sur le plan clinique, les équipes avaient aussi écarté plusieurs pistes: infections bactériennes classiques, coagulopathie héréditaire, anomalies cardiaques entraînant des saignements. Tout cela avait été investigué. Parfois, les analyses bactériologiques retrouvaient des organismes inhabituels. Parfois, rien. L'absence de certitude est une compagne froide pour les familles et une source de frustration pour les soignants. Le docteur Dearborn ressentait l'étau du temps. Chaque jour, sans réponse, augmentait le risque que d'autres enfants tombent malades et assombrissait la confiance de la communauté. Les visites à domicile furent des moments lourds d'émotion. Les parents, épuisés, montraient les zones où l'eau avait pénétré, les plaques de plafond creusées par un dégât antérieur, les tapis qui avaient absorbé des mois d'humidité. Certains parlaient de problèmes financiers qui empêchaient des travaux, d'autres évoquaient des propriétaires absents ou des assurances qui refusaient d'intervenir. La problématique sanitaire se transformait vite en problème social. Pauvreté, logement vétuste, manque d'accès aux ressources. L'enquête médicale glissait inévitablement vers des questions de politique publique. Des réunions d'urgence entre l'hôpital, les services de santé municipaux et le CDC eurent lieu. Le débat tournait autour de l'équilibre entre action et preuve. Évincer des familles de leur maison, procéder à des travaux coûteux, lancer une campagne d'information, autant de mesures lourdes qui réclamaient une justification. Mais rester inactif n'était pas une option non plus.
Le docteur Dearborn expliquait aux responsables: « Il n'y a pas de certitude absolue ici, mais il y a suffisamment de signaux pour recommander une approche de prévention. Inspection systématique des domiciles des cas, recommandations d'assainissement, conseils temporaires de relogement pour les plus vulnérables. » La prudence, dans ce cas, ressemblait à de la prévoyance. Pendant que les équipes testaient, la communauté se rassemblait. Des réunions dans des centres communautaires permirent aux familles d'exprimer leur colère, leur peur, leur besoin d'information. Le docteur Dearborn y allait sans costume, avec des rapports et des graphiques simplifiés, expliquant ce que l'on savait et ce que l'on ne savait pas. Il parlait de risques probables et d'incertitudes, des délais que demandaient les analyses et des mesures temporaires qui pouvaient réduire les risques immédiats. Son ton, franc mais empathique, gagnait la confiance petit à petit, même si certains restaient sceptiques, exigeant des réponses plus claires et des responsabilités à exposer publiquement. Les jours et les semaines s'égrenaient et le regard du docteur Dearborn allait du microscope aux familles. La science faisait son chemin lent, parfois frustrant, mais chaque élément de preuve assemblé donnait plus de poids à l'hypothèse environnementale. Les analyses d'échantillons montrèrent la présence répétée de certaines espèces fongiques dans plusieurs domiciles d'enfants atteints. Sur un plan strictement scientifique, on ne pouvait que dire présence confirmée d'espèces X et X dans ces domiciles, association géographique entre cas et contexte de logement, mécanisme biologique plausible mais non démontré in vivo. Les mots probable et suspecté revenaient souvent dans les communiqués. La prudence terminologique était nécessaire pour éviter d'attribuer des causes de façon hâtive, mais elle n'enlevait rien à l'urgence ressentie par les familles. À des milliers de kilomètres de là, le docteur Michael Bullard vivait une autre forme d'urgence. Urgentiste à Edmonton, il n'avait pas devant lui des nourrissons qui saignent des poumons, mais des adolescents dont l'état se dégradait à une vitesse époustouflante. Les premiers signes étaient parfois trompeurs: fièvre, maux de tête, une fatigue qui se confondait avec une grippe saisonnière. Puis apparaissait le rash, petite tache rouge qui se transformait en pétéchie. Ces petites taches violettes, caractéristiques d'une atteinte vasculaire cutanée. Une rigidité de la nuque, une confusion. Quelques heures suffisaient pour que l'état neurovégétatif s'effondre. Les équipes d'Edmonton se mirent à voir des cas similaires en grappe. Méningite à méningocoque, murmuraient les rapports. Méningocoque, le nom dit l'urgence. Neisseria meningitidis peut provoquer des formes rapides et sévères, et certaines souches sont plus agressives. Pour le docteur Bullard, la difficulté n'était pas seulement médicale, mais logistique et politique. On savait que la survie dépendait d'un traitement antibiotique intraveineux précoce, que le contact étroit exigeait des mesures prophylactiques pour les proches et que la prévention collective, parfois, passait par la vaccination. Mais vacciner une population, même ciblée, est une décision lourde, impliquant achat, distribution, organisation de cliniques et communication publique. Le temps pressait. Chaque cas supplémentaire renforçait l'argument en faveur d'une réponse massive. Mais les autorités craignaient aussi la panique et demandaient des preuves d'une transmission commune. Le rôle du laboratoire prit, là aussi, une importance centrale. Les prélèvements sanguins et les liquides prélevés chez les jeunes patients partirent au laboratoire de référence. Les cultures, parfois, isolaient le méningocoque. D'autres fois,
on devait recourir à des méthodes moléculaires pour détecter l'ADN de la bactérie, le typage de la souche, comprendre si les cas étaient causés par le même variant, était crucial. Si toutes les souches montraient un profil identique, la probabilité d'une propagation via une source commune ou une chaîne de transmission augmentait. Les techniques de typage moléculaire de l'époque, comme la PFGE, électrophorèse sur gel en champ pulsé, permettaient de générer un motif, une sorte d'empreinte génétique de la bactérie que l'on peut comparer entre patients. Visualiser deux motifs strictement identiques sur un écran, c'est voir deux empreintes qui concordent. Le laboratoire mettait en garde, la correspondance augmente la force de l'association, mais elle n'indique pas nécessairement l'origine précise de la transmission. Autour du docteur Bullard, une petite armée se forma. Microbiologiste, infirmière de santé publique, responsable de la province. Le docteur Greg Turle, du laboratoire universitaire, spécialiste en bactériologie, travaillait sans relâche pour obtenir un profil fiable des isolats. Les instruments tournaient, les gels prenaient forme et les serveurs se remplissaient d'images qui, pour des non-initiés, ressemblaient à des peintures abstraites, des bandes sombres organisées selon un code. Mais pour les scientifiques, ces bandes racontaient une histoire potentielle, la continuité d'une souche, la possibilité d'une épidémie identifiée à temps. La décision politique se rapprochait. Faut-il lancer une campagne de vaccination ciblée auprès des adolescents et des jeunes adultes d'Edmonton? C'était un choix que l'on ne prend pas à la légère. Il fallait peser les probabilités de transmission, l'évaluation du risque, la disponibilité des vaccins et la capacité logistique à les administrer rapidement. La fenêtre pour contenir l'épidémie, si épidémie il y a, se rétrécissait de jour en jour. Le docteur Bullard, lui, voyait surtout les visages des jeunes défaillants, la panique des familles qui cherchaient une explication à la vitesse d'un regard. Les arguments scientifiques se traduisaient, pour lui, en visuels cliniques. Ce patient pourrait mourir d'ici demain si nous n'agissons pas. Tandis que les spécialistes débattaient, la communauté médicale se préparait à la logistique. Équipes mobiles, cliniques scolaires transformées en centres de vaccination, lignes d'information téléphonique, approvisionnement en antibiotiques pour la prophylaxie, tout devait être mis en place en un temps record si la décision était prise. La mobilisation se heurterait aux réalités du terrain. Disponibilité des infirmières, acceptation des parents, coûts et communication publique. Mais parfois, la seule possibilité de choisir une action déterminante suffit à rendre la nuit encore plus lourde. Dans les deux villes, un même mécanisme se dessinait. La science réclame des preuves, la clinique requiert des décisions immédiates, et les autorités publiques doivent arbitrer entre prudence et action. Ces tensions mettent à l'épreuve non seulement les systèmes, mais aussi les personnes. Le docteur Dearborn, habitué à l'odeur des couloirs pédiatriques et au calme mesuré des procédures bronchoscopiques, sentait peser sur ses épaules la responsabilité morale d'un homme qui doit convaincre une collectivité d'agir avant que la science n'ait fini de parler. Le docteur Bullard, lui, ressentait l'urgence d'un geste préventif massif et la douleur d'un principe. Agir vite peut sauver des vies, agir sans preuve peut provoquer des résistances sociales durables. Des hameçons discrets apparaissaient dans les rapports et dans les conversations quotidiennes. Une carte, 6 adresses et un motif qui commence à émerger. Une courbe d'incidence qui se redresse après une intervention. Un gel de PFGE qui ressemble à une copie conforme sur l'écran d'un technicien.
Ces images se collent à la mémoire des équipes comme des indices d'un puzzle à assembler. Après des semaines de recueil d'indices et d'analyses préliminaires, l'enquête de Cleveland se trouvait à un moment charnière. Des prélèvements domestiques répétaient la présence de certaines espèces fongiques dans plusieurs maisons d'enfants atteints. Et plusieurs familles rapportaient que leurs enfants s'étaient aggravés après des épisodes d'humidité ou des rénovations incomplètes. Les autorités locales, sous pression, avaient commencé à envisager des mesures d'assainissement ciblées, recommandations pour ventiler, assécher, remplacer des matériaux contaminés. Pour les cas les plus sévères, des relogements temporaires étaient discutés. Mais chaque mesure soulevait la question: jusqu'où peut-on aller sans provoquer une stigmatisation des foyers les plus vulnérables? Et qui paiera les travaux nécessaires pour réduire le risque dans des logements qui n'appartiennent pas toujours aux occupants? C'est au milieu de ces discussions que notre récit glisse vers une première invitation. Si cette histoire vous interpelle, restez avec nous pour comprendre comment, dans les heures qui suivent, des décisions aux conséquences lourdes vont être prises et comment deux médecins face à l'inconnu vont devoir choisir entre attendre la preuve ou protéger immédiatement ceux qu'ils servent. Alors que la ville de Cleveland se préparait à mettre en place des interventions locales et que les techniciens poursuivaient leurs analyses, une autre impulsion fit basculer l'enquête vers une phase plus critique. Un des laboratoires de référence renvoya un rapport partiel indiquant la présence répétée d'un certain profil fongique dans plusieurs échantillons de domicile. Le terme employé était précis et prudent. Présence confirmée de Stachybotrys chartarum dans X domiciles examinés. Rôle causal suspecté, mais non établi. Ces mots, écrits en noir sur blanc, n'éteignirent pas l'incertitude, mais ils donnèrent une assise plus solide à la recommandation de prendre des mesures de prévention immédiates. La prudence scientifique était respectée. L'impératif de santé publique s'en trouva renforcé. Dans le même temps, à Edmonton, les premiers résultats de typage moléculaire commencèrent à arriver et le visage du docteur Bullard se durcit en regardant l'écran. Le PFGE montrait un motif apparemment identique entre plusieurs isolats de patients. Encore une fois, cela ne signifiait pas une preuve absolue d'une source unique, mais la concordance des profils renforçait l'indice d'une épidémie clonale, c'est-à-dire la circulation d'une même lignée de bactéries parmi des cas rapprochés. L'horloge tournait. Les discussions avec les responsables provinciaux devinrent plus pressantes. Faut-il déclencher la vaccination pour enrayer une propagation potentielle? Les experts s'accordent rarement facilement, mais le poids d'une décision se lie au nombre de voix qui penchent vers l'action. Et alors que le docteur Dearborn et le docteur Bullard étaient engagés dans leur bataille séparée, un troisième fil, plus discret, se tissait dans les coulisses. Des réseaux de surveillance nationaux commençaient à échanger des données. Les laboratoires se parlaient via des systèmes de surveillance, des bases de données où l'on partage des motifs de PFGE, des profils moléculaires et des signaux d'alerte. Ce maillage permettait, parfois, d'établir des connexions improbables entre des cas distants. On envoyait des images, on comparait des bandes sur un gel, et parfois une ressemblance suffisante déclenchait une alerte régionale. C'est ce type de mécanisme qui ferait, quelques semaines plus tard, la différence entre une épidémie circonscrite et une propagation plus large. Mais pour l'heure, nos deux médecins restaient au cœur de leur propre tempête. Dearborn, entre chambre d'enfants et réunion avec le CDC, essayait de convaincre que la santé est liée
à l'habitat. Bullard, face à des jeunes dont la vie basculait en quelques heures, plaidait pour une action préventive audacieuse. Les décisions se précisaient, les laboratoires livraient des indices, et la communauté attendait la suite. À l'aube d'un matin gris, alors que les techniciens du laboratoire de référence peaufinaient leur dernière lecture et que des équipes d'intervention attendaient un feu vert, une chose était claire. La médecine, dans ces moments-là, n'est plus seulement une pratique clinique. Elle devient un fait social, un réseau de relations entre science, politique, communication et confiance publique. Les deux médecins mis à l'épreuve allaient bientôt devoir choisir non seulement quel diagnostic défendre, mais aussi quelle voie recommander pour préserver la sécurité collective. Le silence des machines cédait peu à peu la place à une cacophonie organisée, rapports, réunions, téléconférences, dont l'issue déterminerait le sort de familles entières. Les techniciens du laboratoire terminaient leur lecture alors que la lumière du matin perçait à peine la baie vitrée. Les images sur les ordinateurs restituèrent, une fois de plus, ce mélange de certitudes relatives et d'indices insistants. Pour Cleveland, la présence répétée de Stachybotrys chartarum dans plusieurs domiciles d'enfants affectés était désormais documentée par des cultures et par des observations microscopiques. Les rapports portaient la signature prudente des scientifiques, présence confirmée de l'espèce X dans les prélèvements, rôle causal suspecté à confirmer par des données cliniques supplémentaires. Ces précautions terminologiques n'effaçaient pas l'effet sur le terrain. À l'issue d'une réunion tendue, les responsables de santé publique décidèrent d'adopter une stratégie à plusieurs volets. Inspection systématique des habitations des cas, recommandations d'assainissement, aide temporaire au relogement pour les familles les plus exposées et campagne d'information locale pour réduire les risques immédiats. La mise en œuvre se heurtait aux réalités qui font parfois dérailler les plans les mieux élaborés. Propriétaires difficiles à joindre, assurances lentes, familles incapables de financer des travaux de déshumidification. Le docteur Dearborn se retrouva plus d'une fois sur le seuil de porte dégradée, expliquant pourquoi il recommandait un déménagement temporaire et regardant d'un œil professionnel et désolé les jouets humides et le papier peint gondolé. Loin des graphiques et des mots prudents des rapports, il dut affronter la colère et la lassitude. Certains voisins, craignant la stigmatisation, refusaient de coopérer. D'autres, reconnaissant, acceptaient l'aide proposée. L'équilibre entre protection sanitaire et respect de la dignité des habitations précaires devint un champ de bataille subtil. Sur le plan clinique, l'enquête trouva malgré tout des pièces supplémentaires. Chez quelques enfants, des analyses de liquide des voies respiratoires conservées montrèrent la présence de débris fongiques compatibles avec des spores retrouvés dans les maisons. Ces corrélations n'étaient jamais des preuves irréfutables, mais elles firent pencher le poids des arguments vers un lien environnemental plausible. Les bulletins d'information locaux, tout en rappelant les incertitudes, relayèrent les conseils essentiels. Réparer les dégâts d'eau rapidement, ventiler, éviter d'exposer les nourrissons à des zones visiblement moisies, et des équipes municipales se mirent à offrir des aides financières ciblées aux familles en difficulté. Cleveland n'était pas devenu plus sûr du jour au lendemain. Il fallut des mois d'action coordonnée pour réduire la fréquence des cas. Les interventions combinées, assainissement des maisons, relogement temporaire, éducation des parents sur les risques liés à l'humidité chronique, firent reculer l'apparition de nouveaux épisodes d'hémorragie pulmonaire aiguë chez de très jeunes enfants. Le soulagement fut réel, mais mesuré. Quelques familles
avaient déjà perdu un nourrisson, et d'autres enfants restaient fragilisés après de longues convalescences. L'expérience laissa des traces profondes dans le corps médical et dans la communauté. Diagnostic plus rapide, protocole d'alerte et une attention accrue portée à la qualité du logement comme déterminant de santé. Le docteur Dearborn, transformé par ces semaines d'enquête, conserva la mémoire des visages et des maisons. Il devint un avocat infatigable pour que la prévention environnementale entre durablement dans les routines pédiatriques de la ville. À Edmonton, l'horloge scientifique et politique tournait à un autre rythme. Le docteur Bullard recevait lui aussi des bulletins, mais c'était le gel de PFGE, l'image d'empreintes moléculaires, qui l'avait frappé. Pour expliquer simplement, la PFGE, électrophorèse en champ pulsé, sépare des fragments d'ADN bactériens selon leur taille, produisant un motif de bande qui peut servir d'empreinte. Lorsque plusieurs isolats partagent un motif hautement similaire, la probabilité qu'ils proviennent d'une même lignée augmente. Dans le cas d'Edmonton, 1999-2000, plusieurs isolats issus d'adolescents hospitalisés présentaient un motif concordant. C'était une alerte sérieuse. Les discussions au sommet furent intenses. Des épidémiologistes rappelèrent que la PFGE n'indique pas nécessairement une source unique. Elle montre surtout une connexion génétique. Mais pour le clinicien habitué à voir une détérioration rapide des patients, la question se traduisait en termes simples. Si une souche particulièrement virulente circule dans la communauté chez les jeunes, nous devons réduire sa circulation. La vaccination offrait une option puissante, mais son déploiement impliquait un coût, une logistique exigeante et le risque de réaction publique mal maîtrisée. Les autorités provinciales pesèrent les bénéfices potentiels d'une campagne ciblée contre les effets pervers d'un possible scandale ou d'une pénurie d'approvisionnement. Le docteur Greg Turle et son équipe du laboratoire universitaire travaillèrent sans relâche pour confirmer les résultats et fournir des données robustes. Les analyses complémentaires, séquençage partiel, confirmation par d'autres méthodes, prirent du temps, mais l'image restait convaincante. Le choix politique fut finalement pris sur la base d'un ensemble, tendance clinique, profil moléculaire concordant et population cible bien identifiée, adolescents et jeunes adultes exposés dans des contextes scolaires et sociaux communs. Une campagne de vaccination fut décidée, rapide et ciblée. La logistique à mettre en place pour vacciner des dizaines de milliers de jeunes est souvent sous-estimée par ceux qui n'ont jamais organisé une telle opération. Il fallut mobiliser écoles, centres communautaires, cliniques mobiles et équipes de santé publique. Des files se formèrent devant des gymnases transformés en centres temporaires. Des infirmières administrèrent dose après dose. Des enseignants firent parvenir des autorisations parentales. Des lignes téléphoniques d'information furent activées. Les messages publics furent calibrés pour expliquer les raisons de la campagne, ses bénéfices attendus et les limites encore possibles. Le docteur Bullard, sur le terrain, vit la tension se transformer en action concertée. La même communauté qui, quelques semaines plus tôt, était saisie par la peur, se mettait en mouvement pour se protéger. Les effets furent visibles assez rapidement. Le nombre de nouveaux cas diminua après quelques semaines, une amélioration compatible avec l'impact de la vaccination, en association avec la prophylaxie des contacts proches et les comportements de prévention. Les cliniciens, soulagés, restèrent toutefois mesurés. Les scientifiques continuèrent d'analyser les données pour affiner l'évaluation d'efficacité en tenant compte de biais possibles comme une coïncidence temporelle ou la mise en place simultanée d'autres mesures. Mais pour beaucoup de familles,
La campagne eut un effet concret, le sentiment que les autorités avaient agi et que la menace pouvait être contenue. Entre Cleveland et Edmonton, un fil discret mais décisif reliait les enquêtes, les réseaux de surveillance et d'échange d'informations. PulseNet, le réseau national de comparaison des profils moléculaires et d'autres systèmes similaires, permirent à des laboratoires éloignés de comparer leurs résultats. Dans un cas, un motif de PFGE, envoyé d'Edmonton, trouva une ressemblance lointaine dans une base de données, un signal qui, bien que non concluant à lui seul, déclencha un échange entre équipes. Ces communications, parfois froides et administratives, sauvaient des vies. Elles faisaient ressurgir des motifs, rapprochaient des pièces du puzzle et permettaient une réponse plus cohérente à l'échelle régionale et nationale. Le troisième fil de notre récit, survenu dans le Minnesota, 1998, illustrait une autre vulnérabilité, la chaîne alimentaire. Dans ce dossier, des cas de gastro-entérite sévère provoqués par Shigella apparurent dans plusieurs États. Les laboratoires, grâce à la PFGE, identifièrent des isolats partageant un motif identique. L'enquête de traçage menée par les autorités sanitaires aboutit à une découverte concrète. Un lot de persil frais, distribué à partir d'un centre de conditionnement, avait été irrigué avec une eau d'irrigation non correctement traitée, contaminée en amont. Le persil, utilisé cru dans des salades et des assiettes froides, devint vecteur d'une maladie évitable. Le chemin du laboratoire jusqu'au supermarché et enfin jusqu'au consommateur est long et complexe. Analyse microbiologique, consultation de registres de distribution, entretien avec des exploitants agricoles, inspection de systèmes d'irrigation et coordination avec la FDA. Dans le cas du persil, les PFGE concordants entre isolats humains et échantillons environnementaux permirent de renforcer l'hypothèse d'un lien. La décision de retirer du marché le lot suspect fut prise, et des rappels rendirent visible, pour le public, la chaîne d'alerte. Ces mesures stoppèrent la diffusion du lot contaminé, mais l'affaire souligna la fragilité des systèmes alimentaires et la nécessité d'une surveillance renforcée à toutes les étapes de la ferme à la fourchette. Les conséquences pratiques de ces enquêtes furent multiples et durables. Dans certaines localités, des réglementations renforcées s'imposèrent, contrôles obligatoires d'humidité et certification des travaux d'assainissement pour les logements locatifs, programmes de vaccination scolaire renouvelés, normes d'irrigation agricole revues et procédures plus rapides pour la communication entre laboratoires et autorités. Sur le plan humain, les familles endeuillées restaient avec leur douleur. D'autres, sauvées par la rapidité de l'action, cherchaient à comprendre pourquoi leur situation avait été si vulnérable. Les médecins, eux, gardaient la mémoire des nuits passées à chercher des réponses, mais aussi la fierté d'une coordination qui, parfois, avait payé. Pour nos deux héros, l'épreuve fut autant professionnelle que personnelle. Le docteur Dearborn se surprit à repenser sans cesse à ce nourrisson qu'il n'avait pas pu sauver. Il revoyait les gestes, la course contre l'horloge et la façon dont la science, lente et exigeante, avait fini par orienter des mesures protectrices. Il devint, dans les mois qui suivirent, plus actif dans les politiques locales du logement. Il intervenait lors de réunions publiques, plaidait pour des subventions destinées à la remise à neuf de logements délabrés et refusait que la question ne retombe dans l'oubli une fois les gros titres passés. Ses collègues notaient chez lui une détermination nouvelle, mais aussi un visage marqué par la fatigue. Le docteur Bullard, de son côté, passa par des nuits de doutes différentes. Voir un adolescent s'effondrer en quelques heures l'avait profondément affecté. La réussite apparente de la campagne de vaccination n'effaça pas les images
des familles accrochées, terrorisées. Pourtant, la solidarité qu'il observa, infirmières épuisées mais inépuisables, coordinateurs publics trouvant des solutions créatives, enseignants mobilisant leur classe, lui redonna espoir sur la capacité des systèmes à réagir. Il estima que la médecine contemporaine devait intégrer davantage le langage de la santé publique. L'hôpital ne pouvait plus être une forteresse isolée. Il faisait partie d'un réseau aux maillons multiples. Le moment où les deux hommes se retrouvèrent, indirectement, fut modeste, mais symbolique. À une conférence nationale sur les maladies émergentes et la santé publique, des extraits des dossiers de Cleveland et d'Edmonton furent présentés côte à côte. Dans une salle remplie de cliniciens, d'épidémiologistes et de responsables politiques, les deux médecins assistèrent à une table ronde où l'on discutait des enseignements tirés. Ils ne se rencontrèrent pas physiquement à ce moment-là, mais leurs paroles, placées dans la même séquence, résonnèrent comme un dialogue. Dearborn parlant de l'habitat comme déterminant de santé, Bullard insistant sur la nécessité d'actions préventives, rapides et coordonnées. La salle reconnut qu'aucune de ces approches n'était suffisante seule. La force venait de leur combinaison. Les récits de famille permirent de garder le cap humain de la narration. Une mère qui avait emménagé dans un logement rénové raconta comment, après l'assainissement, son bébé avait cessé d'avoir ses accès aigus. Un adolescent, protégé par la vaccination, revint sur son terrain de sport et put reprendre ses entraînements sans la peur constante d'un effondrement fulminant. D'autres témoignages restèrent tragiques, des parents qui durent accepter le deuil, s'attaquer au dossier d'assurance et se confronter à l'angoisse que la négligence structurelle avait joué un rôle. Ces destins variés incarnèrent la réalité d'un système imparfait, mais capable, lorsqu'il fonctionne, de se corriger. Sur le plan institutionnel, plusieurs changements furent mis en œuvre progressivement. Les autorités de Cleveland renforcèrent la surveillance des logements après dégâts d'eau, proposant des subventions ciblées et la mise en place d'équipes d'intervention rapide pour éviter la prolifération de moisissures. À Edmonton, la campagne de vaccination inspira des protocoles de réaction plus rapides aux alertes provenant de profils moléculaires concordants. Au niveau fédéral et interétatique, l'affaire du persil conduisit à des recommandations accrues sur le traitement des eaux d'irrigation et sur la formation des exploitants agricoles en matière de prévention microbiologique. Mais la leçon la plus fréquente, répétée dans les réunions techniques comme dans les conversations privées, fut celle de l'humilité face à l'incertitude et de l'importance de la collaboration. Aucun laboratoire, aucun hôpital, aucune autorité isolée n'aurait pu gérer ces crises efficacement sans l'échange d'informations, la confiance entre équipes et la volonté de prendre des décisions partagées malgré l'absence d'une certitude absolue. La science fournissait des outils et des probabilités. La gouvernance publique traduisait ces éléments en actions concrètes. Les deux médecins, mis à l'épreuve, découvrirent que leur rôle dépassait le soin individuel. Il incluait la médiation entre la connaissance scientifique et les décisions politiques, entre l'urgence clinique et la prévention collective. Plusieurs mois après les premières alertes, on put dresser un bilan nuancé. Dans les 3 dossiers, des vies avaient été sauvées grâce à la rapidité des réponses. Des vies avaient aussi été perdues, et ces pertes restèrent gravées dans la mémoire des équipes. Des familles durent s'adapter à des séquelles, à des peurs prolongées, à des coûts financiers non négligeables. Sur le plan positif, ces événements eurent un effet catalyseur. Ils accélérèrent l'adoption de pratiques préventives,
améliorèrent la vitesse et la qualité de la communication inter-laboratoire et renforcèrent la conscience publique que la santé est souvent indissociable du cadre de vie et de la chaîne alimentaire. La nuit où tout avait commencé à Cleveland, la mère qui avait tenu la main de son nourrisson n'était plus la même. Elle avait traversé la douleur, la colère et, finalement, une forme de mobilisation citoyenne. Avec d'autres parents, elle créa un groupe de soutien pour informer d'autres familles et plaider pour des logements plus sains. Son action fit bouger des lignes, des inspections plus fréquentes et des aides financières sortirent du papier pour devenir réalité. Ces petits dispositifs, locaux et concrets, étaient peut-être la victoire la plus durable, des familles désormais mieux informées et des systèmes municipaux plus aptes à prévenir les drames. Dans le bureau du docteur Dearborn, une plaque de verre retenait des cartes et des notes. Il regardait parfois ces cartes comme s'il cherchait encore des motifs invisibles. Mais il gardait aussi, sur une étagère, une photo d'un enfant qui avait repris des couleurs après des semaines de ventilation. Ces images le nourrissaient dans les moments de doute. Il savait que la vigilance restait nécessaire, que l'invisible pouvait ressurgir sous d'autres formes, mais il mesurait aussi le pouvoir d'une réponse collective. Le docteur Bullard conserva, lui, le souvenir d'un échange particulier avec une famille lors d'une clinique éphémère de vaccination. Une mère, d'abord sceptique, l'avait remercié en lui serrant la main, presque en pleurant, pour le geste simple d'avoir protégé son fils. Ces gestes, anonymes mais intenses, donnaient sens aux nuits d'insomnie et aux décisions difficiles. Bullard comprit que la médecine d'urgence n'était pas seulement la technique, c'était aussi la confiance que la communauté accordait aux institutions et aux professionnels qui la servaient. L'épilogue de ces enquêtes n'est pas une fin définitive, mais plutôt une transformation. Les systèmes de surveillance se sont renforcés, certains protocoles se sont ajustés, et des parcours de soutien existent désormais pour les familles touchées. Les laboratoires ont affiné leur chaîne de signalement, et la collaboration entre cliniciens, épidémiologistes et autorités est devenue plus fluide. Pourtant, la fragilité demeure. D'autres menaces invisibles peuvent surgir, et les mécanismes de réponse doivent rester vigilants et adaptatifs. En clôture, il est bon de rappeler la nature des certitudes atteintes. Dans chacun des épisodes, des éléments de preuve ont permis de prendre des décisions proportionnées, assainissement ciblé à Cleveland après confirmation répétée d'espèces fongiques, campagne de vaccination à Edmonton après concordance de profils moléculaires et montée des cas cliniques, retrait d'un lot de persil après corrélation entre isolats humains et échantillons environnementaux. À chaque fois, les mots utilisés par les équipes furent choisis avec soin, suspecté, probable, confirmé par test, association observée. Cette précision des termes ne relève pas d'un souci de langage oiseux. Elle est au cœur d'une démarche éthique qui cherche à protéger sans accuser à tort, à agir sans promettre l'irréel. L'histoire de ces deux médecins, mis à l'épreuve par des ennemis invisibles de nature différente, ressemble à une partition où s'alternent déchiffrage clinique, procédure de laboratoire, arbitrage politique et compassion humaine. Les victoires qu'ils remportèrent furent rarement éclatantes et souvent entremêlées de pertes. Elles se construisirent dans la patience des analyses, dans la hâte des décisions et dans l'humilité de ceux qui savent que la science avance par étapes. Si, à la fin, il reste une image durable, c'est peut-être celle d'un réseau. Réseau de spores dans l'air, réseau d'ADN photographié en gel,
réseau de distribution alimentaire et, surtout, réseau humain qui s'assemblent pour comprendre, prévenir et soigner. Le médecin, dans ce maillage, apparaît non seulement comme soignant, mais comme détective, médiateur et parfois plaidoyer vivant pour des politiques publiques plus justes. Le docteur Dearborn reprit ses visites au chevet des enfants avec une conscience aiguë des limites et des ressources de son métier. Le docteur Bullard, au milieu des urgences, savait désormais mieux que jamais que chaque décision de santé publique porte une charge humaine. Tous deux avaient été mis à l'épreuve, et, dans cette épreuve, ils avaient trouvé des alliés dans des collègues, des laboratoires et des communautés. Leur expérience nous rappelle que la prévention, la rapidité d'analyse et la solidarité collective sont les véritables armes face aux menaces invisibles. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez approfondir comment agir localement en cas de menaces sanitaires, ou connaître les ressources officielles en matière de prévention environnementale et vaccinale, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de nos enquêtes et consultez les sites des autorités sanitaires locales et nationales pour des informations fiables et actualisées.